Donc bonsoir à tous, merci d'être venus. On vous avait peut-être pas dit que c'était un chimiste qui allait parler ce soir, donc vous pouvez partir, c'est le moment ou jamais. Mais voilà, donc je vais essayer de ne pas trop vous parler de molécules, mais un petit peu quand même. Vous avez certainement l'habitude plutôt d'entendre des médecins ou des psychologues ou des biologistes vous parler d'autisme. Eh bien, vous allez avoir ce soir le point de vue d'un chimiste. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais c'est les chimistes qui inventent les médicaments. Alors, pas tout seul. Hein. Avant que le chimiste arrive, bien sûr, les médecins, les biologistes essayent de faire le lien entre une pathologie et puis les mécanismes biologiques qui peuvent être perturbés. Mais une fois qu'ils ont fait ça, ils désignent un peu la cible au chimiste. Et c'est le chimiste qui va essayer de concevoir les premières molécules et puis la molécule finale qui va arriver sur le marché. Donc, je ne suis pas sûr que cette notion soit assez claire pour vous. Donc, ce soir, j'ai décidé de vous présenter un petit peu nos travaux sur l'ocytocine et le candidat médicament auquel on a abouti récemment, mais un peu sous un angle très, très pédagogique, comment on construit un projet de recherche sur des médicaments de manière générale et bien sûr appliqués à l'autisme. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez. Il n'y aura pas trop de synthèse organique, n'ayez pas trop peur. Naissance et évolution d'un projet thérapeutique, de manière absolument générale. Donc ça sonne comme un cours, je vais essayer que ce ne soit pas trop formel quand même. On va revenir beaucoup sur cette diapositive, ça va nous servir d'intercalaire à chaque fois. Comment démarre un projet de recherche pour découvrir des nouveaux médicaments? Alors, on ne parle pas de vaccins, je parle de médicaments petites molécules. Eh bien, typiquement, il va d'abord se mettre d'accord sur la maladie que l'on va attaquer. Ce n'est pas simple. Hein. Par exemple, traiter l'autisme, il faudra qu'on se mette d'accord sur ce que c'est que l'autisme, les troubles du spectre autistique. Vous savez très bien que tout ça n'arrête pas d'évoluer. Après, il va falloir identifier ce qu'on appelle une cible, c'est-à-dire comprendre quel est le mécanisme sur lequel on va pouvoir jouer pour essayer de faire un médicament. Troisième point, il va nous falloir des tests in vitro, des tests in vivo pour tester des nouvelles molécules. Et puis, il va falloir, après ça, le point 4, que les chercheurs trouvent ce qu'on appelle des touches, des hits en anglais, des touches, c'est-à-dire les premières molécules qui vont être le point de départ pour avancer progressivement en l'optimisant vers le médicament. Et on verra les deux approches. Il va falloir optimiser tout ça et puis à la fin satisfaire à une multitude de critères dont je vais vous parler pour ne pas vous donner trop d'espoir immédiat, bien que nous ayons une molécule qui marche très bien aujourd'hui. Donc première chose, choix de la pathologie. Donc vous êtes là, je pense, parce que vous vous intéressez aux troubles du spectre autistique. Donc la définition, vous la connaissez aussi bien que moi, j'imagine. La prévalence, mes chiffres ne sont peut-être pas trop d'actualité, ça n'arrête pas de bouger. Il disait 1 sur 44 aux USA, 1 sur 100. S'il y a des questions par la suite là-dessus, je renverrai à mes collègues qui sont plus pointus que moi là-dessus. Besoin thérapeutique, c'est évident. Il n'y a aucun traitement aujourd'hui des symptômes primaires de l'autisme. Tout ce qu'on arrive à vous faire, c'est vous recommander tel ou tel médicament pour réguler les niveaux d'anxiété, les crises d'épilepsie, des choses comme ça. Mais sur le problème primaire au cœur de l'épilepsie, c'est-à-dire les troubles de l'interaction sociale, les troubles de la communication, certains troubles du comportement, eh bien, il n'y a pas de médicament aujourd'hui, évidemment. Et le marché, il est énorme. On est obligé de se poser la question du marché, parce que si on développe un médicament pour une maladie rare, on va avoir du mal à lever le milliard d'euros nécessaire pour son développement, comme on le verra. Donc malheureusement, c'est des questions qui se posent toujours avant de démarrer un projet, y compris à l'université d'ailleurs. Bien, donc, identification et validation de la cible. Donc là, on est parti sur l'autisme, et il y a un vrai problème, c'est comment démarrer un projet de recherche sur l'autisme, par quel bout aborder les choses, par quelle hormone. Voilà. Et c'était loin d'être évident parce que les sources de l'autisme sont incroyablement diverses et il n'y a pas telle ou telle hormone qui semble être impliquée, causale en tout cas, dans l'autisme, ni même dans ses manifestations. Et vous allez voir que des projets de recherche démarrent parfois de manière complètement inattendue. Et en l'occurrence, ce projet de recherche a démarré sur cette question. Qu'est-ce que l'amour? Alors, on vous demandait ce que ça vient faire là, mais c'est comme ça que ce projet a démarré. Lorsque je suis revenu à l'université en 1997, j'ai décidé, dans mon laboratoire, de me poser cette question. Quels sont les mécanismes moléculaires de l'amour? Eh bien, dans les années 97-98, il n'y avait strictement rien de connu sur ces mécanismes moléculaires de l'amour. L'amour, bien sûr, donc si on démarre un projet de recherche sur l'amour, la première des choses, ou sur n'importe quel projet de recherche, c'est d'avoir une question extrêmement précise pour espérer apporter une réponse pertinente. Donc l'amour, c'est compliqué déjà. De quoi est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va parler d'amour pour ses enfants, d'amour des enfants pour leurs parents, de l'amour romantique? Est-ce qu'on va parler d'amitié? Et l'amour, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un instinct, un besoin, ce dont je suis convaincu, une façon consciente ou inconsciente de donner du sens à sa vie? Est-ce que c'est un commandement, si vous êtes catholique? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est une nécessité pour soi-même, pour l'espèce?
Est-ce que c'est une drogue, une addiction? Clairement oui. Hein. Si vous avez déjà eu des chagrins d'amour, vous étiez en état de manque. Hein, pensez-y un petit peu, c'est les mêmes symptômes. Voilà. Donc amour, amitié, attachement, désir, empathie, charité. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la question qu'on va essayer d'aborder au niveau moléculaire, puisque je suis chimiste? Alors évidemment, les philosophes et les poètes y réfléchissent depuis des milliers d'années. Et puis André Comte-Sponville nous aide un petit peu à faire le tri quand même. Parce que sous le mot amour, il y a au moins 3 notions que l'on peut distinguer. Il y a Eros, qui est l'amour romantique, le coup de foudre, l'amour passionné, que Platon définit comme l'amour et désir, et le désir aimant. Voilà, on pourra disserter là-dessus après si vous voulez. Je ne vais pas être trop long quand même. Philia, c'est l'amour des parents pour leurs enfants, des enfants pour leurs parents, l'amitié. Voilà. Et là, les mécanismes psychologiques, il y a certainement des psychologues dans la salle qui seraient plus compétents que moi pour en parler. Mais dans le premier cas, c'est un manque. La source de Eros, c'est le manque. Alors que le fond, l'essence de Philia, c'est plutôt au contraire la joie. La joie que d'avoir des enfants, la joie d'avoir des amis, c'est se réjouir pour ce qui existe et non pas courir après un pseudo-manque. Donc vous voyez que déjà au niveau psychologique, psychique, ça devrait être des mécanismes moléculaires radicalement différents. On peut le penser. Et puis la troisième forme, je ne sais pas si elle existe, c'est agapé, c'est l'amour universel de l'humanité, aime ton prochain comme toi-même. Donc là, on peut en discuter aussi à l'infini. Donc déjà, il n'y a pas une question, mais au moins 3 questions. Quels sont les mécanismes moléculaires derrière ces 3 types, 3 formes d'attachement, enfin de relations, pour lesquelles on utilise le même terme, le terme d'amour, dans notre société. Des tas d'autres genres, je vais être très court aussi là-dessus, des tas bien sûr de personnes abordent cette question, les poètes, les psychanalystes, les physiopathologistes. Jean-Didier Vincent est décédé hier, je crois. Jean-Didier Vincent était un neuropsychologue fameux à Bordeaux, qui avait écrit un livre de référence qui s'appelle Biologie des passions. Et il est décédé hier, malheureusement. C'est un monsieur qui était encore très très vert. Et à l'époque, il n'avait pas pu s'intéresser à l'amour parce que simplement, il n'y avait pas de fil à tirer. Donc, approche moléculaire, comment aborder ça? Eh bien, nous étions dans l'impasse. Ce projet n'a pas démarré jusqu'à ce qu'il y ait une publication tout à fait importante à la fin des années 90. Avant, puisque on va quand même parler un petit peu de chimie, je vais commencer un petit peu brutalement pour vous justifier pourquoi un chimiste peut s'intéresser à ça. Vous êtes tous des gros tas de molécules. Alors, moi aussi. Hein. Des molécules, on en respire, on en boit, on en mange, on en pisse, on en défèque, on en transpire, on en saigne, on en pleure. Il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent. Eh bien, entre les deux, c'est vous. Vous êtes des tas de molécules, je suis un tas de molécules. Et ce tas, les molécules tiennent l'une à côté de l'autre, simplement en se frottant. Hein. On n'est pas liés, les molécules ne sont pas attachées. Il suffit de chauffer quelqu'un au-dessus de 80 degrés et les molécules commencent à se disperser. Donc, en fait, voilà. Et c'est assez incroyable. Donc, pensez que la vie, vous, moi, tout ce qui se passe en nous, c'est de l'interaction chimique. Ce qui ne retire absolument rien à la respectabilité, au fait qu'on n'y comprend rien, et au fait que tout ça doit être absolument respectable et respecté. Mais c'est un constat, au moins, nous sommes faits de molécules, donc a priori, tout ce qui se passe en nous est moléculaire, tout ce qui se passe de bien et tous les problèmes. On est fait à 60% d'eau, 90% des molécules dans votre corps sont des molécules d'eau. En masse, ça fait 60% d'eau. Il y a 10 kg d'os, alors ça dépend, et puis il y a 25 kg de chair, de matière organique. Il y a 10 puissance 28 molécules, et puis juste pour vous donner un petit aperçu, ce sera les seules molécules presque que vous verrez. Voilà quelques exemples de représentation moléculaire de l'eau, du glucose, de l'adrénaline. Les protéines, c'est déjà un petit peu plus gros. Et puis l'ARN, l'ADN, tout ça n'est pas à l'échelle, mais ça vous donne une idée de toutes ces molécules dont vous êtes fait. Voilà, donc déjà c'est un point de départ. Qu'ont fait les scientifiques depuis la nuit des temps? Ils sont allés de gauche à droite. C'est-à-dire que progressivement, on a essayé de comprendre l'être humain de manière macroscopique, on a essayé de comprendre à quoi servaient les organes, on a découvert l'existence des cellules, on a commencé à comprendre les mécanismes cellulaires, et puis aujourd'hui, eh bien, on essaie de comprendre l'homme au niveau moléculaire. La biologie est de plus en plus moléculaire. Donc on connaît pratiquement toutes les molécules du corps humain, tous les gènes, la plupart des protéines, la plupart des métabolites. Mais il y a un chemin qui reste à faire, et qui, à mon avis, ne sera jamais complété, c'est faire le travail inverse. C'est-à-dire de comprendre comment toutes ces molécules interagissent les unes avec les autres pour donner des réponses biologiques simples et puis des réponses biologiques complexes. Donc des réponses biologiques simples, on y arrive à peu près, on comprend comment une hormone se fixe dans son récepteur, etc. Ça, on l'a à peu près compris. Mais comment des cascades de milliards d'interactions en cascade ou en réseau
conduisent en un millième de seconde à des réponses complexes, eh bien ça, on ne le comprend toujours pas. Et heureusement, je crois qu'on ne le comprendra, qu'on ne le comprendra jamais. Donc il y a encore une complexité absolument dingue. Les physiciens nous énervent, donc au lieu de parler métaphysique, on parle de métachimie. Voilà. Donc là, le tout, alors c'est une approche réductionniste, mais réductionniste un petit peu ouverte, pour dire que le tout est la somme comprise de ces parties. Or, ce que les chimistes disent, c'est qu'on n'est pas prêt de comprendre. En tout cas, dans la globalité, toutes ces fonctions. Pour revenir à notre question, qu'est-ce que l'amour ? Comment démarrer là-dessus ? Eh bien, aucun fil à tirer. Jusqu'à cette petite expérience de Thomas Inzel, qui est un pharmacologue américain, et c'est même pas lui qui a... Enfin, si, il a mis sa pierre, mais c'est Lowell Liggett, un zoologue qui a passé sa vie à quatre pattes dans les prairies et dans les montagnes américaines. Il a observé des campagnols. Et puis, on va voir comment Thomas Inzel a contribué derrière. Thomas Inzel était connu pour avoir développé ce test d'anxiété. Lorsqu'une souris vient d'avoir un petit, si vous mettez une cloison qui les sépare visuellement, eh bien, ils vont émettre des cris. La maman souris va appeler son petit et le petit souris va appeler sa maman. Mais il suffit d'enregistrer l'amplitude et la fréquence de ces cris pour avoir une mesure directe de leur état d'anxiété. Vous leur faites boire un petit peu de vodka et la maman s'en fout et le petit aussi. Il ne crie plus. Voilà, donc ce test était tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que ça a permis d'aller un petit peu plus loin pour comprendre ce qui se passait chez ces animaux qui sont des campagnols, des prairie voles en américain. Et donc Lowell Liggett, c'est là qu'il a observé qu'en fait, lorsqu'il mettait ses petits pièges à maïs dans les prairies de l'Illinois, eh bien, il voyait toujours arriver ces bestiaux par couple, mâles et femelles. Et puis il leur a mis des petits détecteurs, des petites marques. Il se rendait compte que pendant au moins 3 ans, c'était toujours le même couple qui venait à lui. Et il a pu observer qu'ils étaient absolument monogames et que le père, comme la mère, s'occupait des petits. Par contre, lorsqu'il observait les mêmes animaux dans la montagne, dans le Montana, eh bien, il voyait venir à lui soit le mâle, soit la femelle. Alors, il s'accouplait aussi, mais dès que l'accouplement était fait, le père se barrait et laissait la mère se débrouiller toute seule avec les petits. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe dans les montagnes suisses. Donc, ces animaux ont été ramenés chez Thomas Inzel, et Thomas Inzel a confirmé les comportements, et il a montré que la seule différence qu'il y avait entre ces animaux de la montagne et de la plaine, c'était la présence, les taux d'une hormone, ocytocine, qui était déjà connue, mais pas pour ça. Et en gros, ceux de la montagne avaient des taux très faibles, et ceux de la prairie avaient des taux très élevés. Que fait un pharmacologue dans ce cas-là ? Il prend les animaux, les polygames de la montagne, il leur injecte dans le cerveau l'oxytocine, et ils deviennent monogames. Et le père, qui était un père indigne, eh bien, d'un seul coup, se met à s'occuper de ses petits. Il a fait l'inverse, il a pris ceux de la prairie, donc les monogames et parents intentionnés, il a bloqué l'action de l'oxytocine, et ils sont devenus polygames et assez indépendants par rapport à leurs rejetons. Donc vous voyez que c'est un vrai choc. Il y avait enfin une molécule, une hormone endogène, qui semblait contrôler l'attachement entre individus, et qui semblait contrôler l'attachement entre les parents et les enfants. Donc là, c'était une vraie révolution, un vrai boom, un vrai scoop dans notre communauté. Il se trouve que je travaillais déjà sur l'oxytocine à ce moment-là, donc bien sûr, c'était l'occasion d'aller travailler autour de cette hormone pour voir ce qu'on pourrait en faire. Il y avait 0 publication en 1997, il y en a 40 000 aujourd'hui. Donc pour vous dire que ça a suscité un petit peu d'intérêt. Voilà l'ocytocine, c'est une molécule pas très petite, pas très grosse non plus. C'est un neurotransmetteur, c'est fabriqué dans le cerveau, c'est peptidique. Pour les plus chimistes d'entre vous, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. Des choses intéressantes, c'est que c'est conservé depuis l'origine de l'évolution, il y a 700 millions d'années, dans toutes les espèces à reproduction sexuée, le ver de terre, l'hydre, et puis bien sûr tout ce qui se rapproche de nous, il y avait déjà l'oxytocine ou sa cousine, la vasopressine. Donc l'évolution a absolument conservé cette hormone et ses récepteurs au cours du temps. Ce qui veut dire quelque chose, ça montre son importance. Comment ça marche ? Alors, c'est une hormone, elle est sécrétée dans le cerveau, elle agit dans le cerveau, puis après elle diffuse dans le sang et elle atteint tout le corps. Et lorsque cette hormone qui est symbolisée ici, je ne sais pas si la flèche, vous voyez une flèche ? Ouais. Alors ça symbolise l'hormone, elle n'a pas cette tête-là. Hein. Donc, lorsque cette molécule, en se baladant, va croiser à la surface d'une cellule
cette grosse molécule bleue ici, qui est une protéine, eh bien, elle a la capacité de venir s'emboîter dedans à la manière d'une clé qui rentre dans une serrure. Voilà. L'image classique, hein, une hormone qui intègre son récepteur. Et ce simple phénomène de reconnaissance, là où il faut, quand il faut, eh bien, ça va conduire à toute une série de fonctions biologiques. Et lorsqu'on a commencé à regarder les fonctions biologiques médiées par cette hormone, ben, c'était assez stupéfiant. Cette hormone est connue depuis les années 1940-1950 pour ça. C'est l'hormone qui provoque les accouchements. C'est ce que les femmes et les femelles, chez les animaux, produisent en grande quantité au moment de l'accouchement. Ça va se fixer sur l'utérus. À ce moment-là, les récepteurs apparaissent uniquement à ce moment-là sur l'utérus et ça va provoquer les contractions de l'utérus. Elles vont pouvoir accoucher comme ça. C'est ce que les sages-femmes et les gynécologues, malheureusement, utilisent trop fréquemment en salle d'accouchement pour provoquer des accouchements. Alors parfois, c'est pour des bonnes raisons. Parfois, c'est simplement pour des questions de logistique, parce qu'il n'y a pas assez de sages-femmes pour s'occuper de 10 mères en même temps. Donc je suis dans toutes les manifs de sages-femmes. Soutenons les sages-femmes. Ça sert également à... C'était aussi connu pour... donc 80, il y avait 80%, c'est tombé à 60% aujourd'hui, je crois, le nombre d'accouchements qui sont sous oxytocine, avec des dangers dont on pourra parler par la suite. Oui, c'était aussi connu pour faciliter l'éjection du lait, donc la lactation. Par contre, ce qui a été découvert depuis, c'est que ça protège l'enfant de la douleur pendant le passage dans l'utérus. Hein, la mère souffre, mais le petit aussi. Hein, il ne se plaint pas trop. Et puis l'hypoxie, si parfois il reste coincé là dans l'utérus, eh bien ça le protège de manière assez incroyable aussi du manque d'oxygène. Pas complètement, mais quand même pas mal. Donc voilà, ça c'était à peu près connu. Et puis ce qui a été découvert depuis les années 2000, ben, c'est assez stupéfiant. Pardon. C'est que cette oxytocine est absolument essentielle pour l'induction du comportement maternel et l'induction du comportement paternel. C'est aussi absolument essentiel pour que le petit développe un sentiment d'affiliation, donc d'attachement à ses parents. Donc il y a pas mal de travaux là-dessus qui étaient contestés au départ, mais vraiment aujourd'hui ça a l'air de vraiment s'installer. C'est les travaux notamment de Ruth Feldman en Israël. Chez les animaux seulement, ça développe la bravoure chez la mère. Donc une mère peut défendre ses petits. Chez l'être humain, ça n'a pas été testé encore, mais c'est probablement les mêmes mécanismes. Et puis, ça limite les états dépressifs. Ça associe du plaisir à toute une série de fonctions. Et du coup, lorsque on est privé de cette hormone, ça crée aussi du manque, donc une dépendance. Donc voilà pour l'attachement parent-enfant. Attachement adulte-adulte. Rapidement, donc on a vu que c'était essentiel pour la fidélité et la formation de couple stable chez les animaux. Qu'en est-il chez l'homme ? Alors, il a fallu trouver des hommes naturellement fidèles. Et ça se trouve en Suède. Donc en Suède, l'étude a été faite sur plus de... Alors c'était aussi fait chez les femmes. Ne rigolez pas trop. Ça a été fait sur plus de 9000 paires de jumeaux suédois et sur 17 000 paires de jumelles suédoises. C'est incroyable, hein, hétérozygotes. Et là, on a pu faire des études de comparaison génétique. Et puis les sociologues ont pu aussi faire des études sur les mariages. On a regardé les statistiques, on a questionné les épouses, les époux, les conjoints. Et là, c'est assez sidérant. Mais on a également vu qu'il y avait une prédisposition génétique au niveau du récepteur de l'oxytocine, à avoir des relations stables en couple ou au contraire, avoir des relations instables. Donc ce qu'on a observé chez les rongeurs, eh bien, c'était également observé chez les êtres humains. Alors c'est des statistiques, bien sûr. Hein. Pour une personne donnée, on ne peut pas prédire. On peut dire s'il est plutôt dans la zone dangereuse, enfin dangereuse, sur la zone monogame ou polygame, mais on ne peut pas prédire avec certitude. Par contre, on trouve encore une trace statistiquement significative de cette prédisposition à avoir des relations stables en couple, des relations sociales. L'oxytocine contribue à avoir du plaisir, ça plaisir associé, alors toujours plaisir associé à quelque chose, à de la caresse, à de l'interaction positive, etc., etc., donc au coït. Et puis, elle est essentielle à l'érection. Pardon. Et puis, elle est là au moment de l'orgasme, au moment du baiser sur la bouche. L'oxytocine est là. Et puis encore, et là, enfin, on arrive à l'autisme. On a montré qu'elle jouait un rôle extrêmement important, tout ce qui est attachement entre un individu et son groupe social. Il y a une multitude d'expériences qui démontrent que l'oxytocine favorise l'empathie. Pas la sympathie, mais l'empathie. C'est-à-dire la capacité à lire dans le regard de l'autre, la capacité à décoder les émotions sur le visage de l'autre, et puis d'adapter son comportement en fonction de ça. L'interaction sociale, elle est nécessaire à avoir suffisamment d'interaction sociale. La confiance, on fait sniffer l'oxytocine à un banquier, il va vous prêter de l'argent. Voilà. Bon, il y a au moins une publication là-dessus.
on fait sniffer l'oxytocine à quelqu'un, il va avoir confiance en vous au point de vous confier des confidences intimes extrêmement... Voilà. Il y a une superbe expérience qui a été publiée là-dessus par des neuropsychologues belges notamment, un papier superbe. Donc voilà. Cette molécule induit de la confiance en l'autre. Alors ça n'induit pas la confiance, ce n'est pas un comportement à risque, hein, ça ne change rien contre un ordinateur par exemple, mais contre un autre individu, ça induit de la confiance. Des tas de choses absolument stupéfiantes. Sur l'altruisme, il a été montré aussi qu'il y avait les personnes qui sont fortement impliquées dans des associations caritatives ont aussi le promoteur long, un variant particulier du récepteur d'oxytocine. Donc même là, même sur la générosité, l'oxytocine a l'air de jouer un rôle. Voilà, donc on pourrait y passer des heures, mais je vais m'arrêter là. Donc bizarrement, on s'intéresse à Eros, et en faisant bien la différence entre Eros, Philia et Agapé, puis on se rend compte que la nature a l'air d'avoir utilisé l'oxytocine pour venir moduler toute une série de comportements associés à Eros, donc à l'attachement amoureux, passionné à quelqu'un, à Philia, au rapport parent-enfant, par exemple, au rapport amicaux, à l'empathie, et puis Agapé, dans le cas notamment de l'altruisme et de la générosité. Bon, on peut penser que cette molécule est essentielle pour la survie de l'espèce, parce que vous voyez que tout ça contribue à la reproduction d'un groupe, à la survie de l'espèce. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, on va venir à ce qui vous intéresse. Et ce qui vous intéresse, c'est l'autisme. Alors effectivement, quand tous ces résultats sont tombés, c'est tombé en 4-5 ans à peine, eh bien, il y a une observation qui avait été faite très tôt chez les rats. Si on bloque le récepteur d'oxytocine à la naissance chez des jeunes rats, ils ne vont pas du tout s'intégrer à leur groupe social. Vous savez que le rat est un animal très très social. Dès tout petit, il va interagir avec les gens de son groupe, essentiellement par l'olfaction, et il va donc avoir une multitude de contacts, il va apprendre à reconnaître son groupe à lui, sa famille, son groupe ennemi, à adapter ses comportements. Eh bien, si on bloque le récepteur de l'oxytocine, pas du tout, il va rester en marge du groupe. Il ne va pas avoir de comportement particulier, mais il va rester en marge de son groupe. Et bien sûr, les chercheurs se sont dit, mais qu'est-ce qui pourrait être équivalent chez les êtres humains? Et on a pensé à l'autisme. Et en fait, c'était pour nous, alors, il y a un projet de recherche fondamentale à continuer, mais c'était aussi, parce que c'est le rôle de notre laboratoire, c'est à la fois de faire des molécules pour comprendre comment fonctionne le vivant, ça c'est la partie fondamentale, mais il y a un deuxième aspect qui est de faire des molécules pour soigner le vivant, pour aller vers le médicament. Donc ce projet de recherche fondamentale sur l'amour a basculé soudain vers un projet thérapeutique pour essayer de faire un médicament, potentiellement, pour l'autisme. Vous allez le voir, 30 ans de recherche, 25 ans d'échecs, et une bonne nouvelle à la fin. Comme ça, vous restez jusqu'au bout. Voilà, donc on revient sur mon schéma. On en est là de notre schéma classique d'un projet thérapeutique. On a choisi la pathologie qui est l'autisme. On a enfin une cible. Il semble que l'oxytocine et son récepteur peuvent être des mécanismes qui vont nous permettre de venir interférer avec l'oxytocine. Alors, il a fallu bien sûr consolider cette hypothèse. Donc, comment le consolider? Eh bien, il y a une multitude d'arguments, je vais en lister juste quelques-uns ici. D'un point de vue pharmacologique, si on bloque les récepteurs de l'oxytocine, on va bloquer le comportement social chez le rongeur. Il y a une foule d'expériences là-dessus. En termes de biologie, on a vu que les autistes avaient un faible taux d'oxytocine, de manière générale. Ce n'est pas systématique, mais de manière générale, il y a un faible taux d'oxytocine. L'interaction sociale chez l'enfant semble corrélée, alors ça c'est quelque chose qui est intéressant, semble corrélée au taux d'oxytocine chez la mère pendant les premiers mois de la grossesse. De nouveau, les travaux de Ruth Feldman, voilà, ça peut se discuter aussi. Génétique, donc il y a au moins 2-3 publications qui montrent que des mutations sur le gène du récepteur d'oxytocine peuvent conduire à de l'autisme. C'est loin d'être le cas général, hein. Il y a simplement peut-être 1% des cas d'autisme qui peuvent être associés à cette mutation. Donc ce n'est pas causal dans l'autisme. Mais s'il y a un problème là, il y a de l'autisme. Et puis enfin, tout de suite, il y a eu quelque chose de tout à fait chouette. Oui, il y a un médicament à base d'oxytocine qui était connu. Ça s'appelle le syntocinon. Et c'était un médicament Novartis qui était administré depuis plus de 30 ans aux femmes qui avaient du mal à éjecter le lait. Alors, ce n'était pas en France. Vous ne trouvez pas en France. En France, c'était simplement au milieu gynécologique, donc réservé aux médecins. Mais en Allemagne et dans d'autres pays, les femmes pouvaient recevoir ce spray nasal d'oxytocine et ça facilitait l'éjection du lait, la contraction des glandes mammaires. Et bien sûr, les neuropsychiatres, neuropsychologues et autres se sont précipités sur ce spray nasal pour faire des expériences directement chez l'homme.
Et là, c'était assez stupéfiant, puisqu'on s'est rendu compte tout de suite, vous voyez, c'est 2003, hein, tout de suite, ça a été testé, l'oxytocine réduit les comportements répétitifs chez les patients autistes Asperger. Ça améliore les contacts sociaux. Ça améliore la qualité de la vie. Alors, chaque fois, c'est une trentaine, une vingtaine, une trentaine de patients, plutôt Asperger, une administration de l'oxytocine, on regarde ce qui se passe une heure après. Donc il ne faut pas trop généraliser, bien sûr. Il faut vraiment retourner aux publications pour en connaître les limites. Mais quand même, on voit cet effet. Amélioration de la sensibilité émotionnelle, capacité de lire des émotions sur un regard, sur un visage. Ce qui est vraiment commun à tous les autistes, c'est cette difficulté à décrypter les émoticônes, les émotions sur des visages. Un sniff d'oxytocine et crac, quel que soit l'âge de l'autiste, il est capable de dire « Ah, celui-là, il est gentil, celui-là, il est méchant, celui-là, il est gai, celui-là, il est triste ». C'est assez spectaculaire. Et puis, on peut suivre le contact visuel. Les personnes atteintes de TSA ont un petit peu peur des regards, parce que simplement, ils ne savent pas quoi y lire. Donc, ils cherchent à éviter les regards. Un sniff d'oxytocine, et crac, ils regardent dans les yeux, comme tout le monde. Et puis, Angela Sirigu, à Lyon, les a fait jouer à des jeux vidéo pour reconnaître des gens sympas ou des gens qui renvoient jamais la balle. Et bien, un petit sniff d'oxytocine, et le jeune autiste était capable de reconnaître le mec sympa qui jouait avec lui et de se mettre à jouer avec lui plutôt que de jouer indifféremment avec les trois. Donc tout ça était absolument stupéfiant. Alors chaque fois, il faut se méfier. Hein. C'est des études qui n'ont de valeur que dans le cadre expérimental qui est défini. Mais quand même, tout ça allait dans le même sens. Suffisamment pour qu'on se dise, eh bien, on va peut-être essayer de travailler autour de l'oxytocine pour faire un médicament. Donc c'est devenu notre cible. Pourquoi ne pas utiliser l'ocytocine elle-même, comme ça a été fait sur les exemples que je vous ai montrés précédemment? Eh bien parce que c'est loin d'être idéal. Il y a plusieurs raisons. Première raison, on ne peut pas la prendre par voie orale. Par voie orale, la molécule est trop grosse, elle va rester dans l'intestin, elle ne va pas passer dans le sang. On peut se dire, on va la mettre en intraveineux. Bon, en intraveineux, elle va être coupée par les enzymes du foie. En 5 minutes, il n'y a plus d'oxytocine dans le corps. On peut se dire, ouais, on ne va pas l'injecter dans le cerveau, hein, on peut faire ça chez la souris, mais pas chez l'homme. Donc le spray nasal, oui, il y en a un tout petit peu qui rentre dans le cerveau, mais on ne sait pas combien. On ne peut pas contrôler les doses, on ne sait pas quel est le pourcentage qui passe. Donc un médicament dont on ne contrôle pas les doses, c'est un petit peu embêtant. Et puis même dans le cerveau, il aurait une durée d'action d'une dizaine de minutes au lieu de 5. Ce ne serait pas terrible. En plus, elle n'est pas complètement spécifique. Elle va agir sur au moins 2 récepteurs, le sien, et puis sur le récepteur V1A de la vasopressine, qui peut donner quelques effets indésirables. Et puis enfin, très très bêtement, comme tout ça est publié, comme c'est publié, vous ne pouvez pas le breveter. Comme ce n'est pas breveté, aucune industrie ne va investir 1 milliard d'euros pour en faire un médicament, puisqu'à la fin, elle n'aura pas l'exclusivité sur les ventes. Donc rien que pour ça, on ne peut pas développer l'oxytocine pour faire un médicament. Donc, la balle arrive dans le camp des chimistes, des pharmacochimistes, c'est notre sous-catégorie de chimie. Et notre travail là, c'est un travail classique que l'on fait à chaque fois qu'on va essayer de faire un médicament, c'est essayer de faire un agoniste, c'est-à-dire une molécule qui va mimer l'oxytocine, qui ira se fixer au même endroit, mais qui sera stable, qui sera actif par voie orale, parce que c'est ce qu'on préfère, qui sera spécifique, non toxique, et que l'on pourra breveter. Voilà la mission, le cahier des charges, il est classique. D'habitude, ça marche plus ou moins, on avance plus ou moins et assez vite. Et bien là, on a fait du surplace pendant 25 ans. Avant de démarrer, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des tests. Donc les tests in vitro, cette chose représente une cellule. Et il y a 2 types de tests que l'on peut faire in vitro. Vous voyez que l'oxytocine en rouge, ici, va se fixer sur son récepteur en bleu. Tout ça, c'est à la membrane de la protéine. Ça s'associe, ça rentre et ça sort. Et chaque fois que ça rentre, ça va provoquer l'ouverture d'un canal, un canal calcium qui est à côté. Donc ma clé rentre dans la serrure, et une fois qu'elle est dans la serrure, ça ouvre la porte qui laisse rentrer du calcium. Donc lorsqu'on cherche des molécules qui font la même chose, on va chercher des molécules qui se fixent dans le trou de serrure. Première chose, donc ils vont interagir ce qu'on va appeler l'affinité, se fixer plus ou moins bien dans la serrure. Et puis on peut regarder l'efficacité. Est-ce que ma clé est capable d'ouvrir la porte? Là, ça va être l'efficacité. Donc il nous faut trouver une clé qui entre dans la serrure et ouvre la porte. Et on a développé et breveté au laboratoire des tests pour étudier tout ça. Et puis après, on veut savoir se rapprocher de la situation humaine. Et pour ça, il n'y a malheureusement que les tests animaux. Alors trouver des tests animaux d'autisme, c'est loin d'être simple. Les progrès ont été faits relativement récemment.
Nous avons collaboré ici avec Jérôme Becker et Julie Leméraire, qui ont démarré à Strasbourg, qui sont maintenant à Tours, qui sont deux pharmacologues super, qui ont développé ces deux tests ici. Ils ont surtout mis au point le premier, utilisé le deuxième. On pourra en imaginer plein d'autres. Nous n'avons eu l'argent et le temps que d'utiliser ces deux-là. Donc le premier, c'est un modèle de souris qui n'exprime pas le récepteur de la morphine. Bizarrement, ces souris ont des comportements tout à fait proches de l'autisme. Et puis également quelque chose que vous connaissez malheureusement peut-être, vous connaissez l'effet de la dépakine sur les femmes enceintes, la molécule de Sanofi, qui a provoqué des accouchements avec des enfants qui ont développé des troubles du spectre autistique. Le procès est en cours, etc., etc. Eh bien, on peut reproduire la même chose chez la souris. C'est à un moment très précis de la gestation de la souris, on lui administre le valproate, qui est cette dépakine. Les bébés souriceaux vont avoir des comportements de type autiste. Donc voilà les deux modèles qui ont été utilisés. Et vous voyez qu'avec ces modèles, ils reproduisent ce qu'on appelle les symptômes primaires, communs à tous les autistes, comportement social déficient, communication sociale altérée, stéréotypie, problème moteur, et puis également tout ce qui est comorbidité, c'est-à-dire problème avec la récompense, de l'anxiété, de l'agressivité, une certaine maladresse motrice, un déficit d'apprentissage, et puis un seuil nociceptif abaissé, etc., etc. Donc ces deux modèles sont les meilleurs, parmi les meilleurs en tout cas, qui existent, même si on peut en imaginer d'autres aujourd'hui. Voilà, tout est en place. On a des tests in vitro, on a des tests in vivo. Maintenant, on va chercher des molécules qui agissent là-dessus, ce qu'on appelle des touches. Voilà les stratégies dont disposent les chimistes dans l'industrie pharmaceutique ou à l'université. Il y a deux approches. Soit à gauche, une approche une approche rationnelle, soit à droite, une approche un peu systématique. Pour faire très simple, à gauche, si on a une image de notre serrure, de notre récepteur, eh bien, on va essayer d'imaginer une clé qui va aller se loger dedans de manière optimale. Donc, c'est de la conception sur mesure. C'est de la conception rationnelle. L'objectif, c'est de concevoir sur mesure une clé pour cette serrure, c'est-à-dire concevoir une molécule qui va aller se fixer dans la même poche. Ici, voilà l'oxytocine ici, en vert. Et les petits trucs rouges autour, là, c'est le récepteur. Donc, l'idée, c'est d'imaginer une molécule qui va aller se loger ici, à la place de cette oxytocine. Et puis la deuxième approche, c'est l'approche criblage, où là, c'est autre chose. On va utiliser des robots. Et l'idée, c'est de tester des milliers de clés en espérant qu'il y en ait une qui rentre dedans. Voilà les deux approches. Rationnelle, systématique. On va juste voir en 2 secondes quel est le résultat. On va commencer par l'approche mécanistique. Dès 1991, nous avions produit les premiers modèles en 3 dimensions de cette protéine énorme. Il y a 2 ans qu'on a pu la cristalliser, la voir enfin. Mais en 91, de manière purement théorique, on a prédit comment se replier sur lui-même cette très très longue protéine. Et on a sorti cette image qui représente ici. Alors les boules, c'est la molécule d'oxytocine. Et puis tout le truc autour, c'est son récepteur. Ça, c'est un modèle, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence humaine. Mais à l'époque, en 91, on a sorti ce modèle. Et donc, on a eu l'idée qu'effectivement, on avait une bonne image de notre clé dans sa serrure, dans son trou de serrure. Et donc, le challenge pour nous, c'était maintenant d'imaginer une molécule plus petite, sympathique, qui aille mimer la grosse molécule qui rentrait dans la poche. Alors, je vais vous faire super bref. L'idée, c'était ça. Est-ce qu'on est capable de concevoir rationnellement un agoniste ? Eh bien, juste un petit exemple ici de chimie, tout bête. Dans l'oxytocine, dans l'ovale rouge ici, on sait que c'est cette partie-là qui est importante, c'est l'écran important pour ouvrir la porte, si vous voulez. Donc, on a essayé de faire des molécules qui miment notre oxytocine. J'en ai montré une ici, on en a fait 50. Eh bien, on a réussi à trouver des molécules qui rentrent dans le trou de serrure, ce qui était déjà une performance. Aucune d'entre elles n'était capable d'activer la serrure. Donc, on a trouvé ce qu'on appelle des antagonistes. Donc, là aussi, des années et des années de recherche pour finalement trouver que des clés qui rentraient dans la serrure mais qui la bloquaient. Donc là, on a usé une dizaine d'étudiants, 7 ou 8 postdocs. Voilà. Donc, l'approche criblage. Alors, l'approche criblage, c'est l'autre approche, c'est-à-dire c'est prendre des milliers de molécules et puis les tester grâce à des robots sur le récepteur. Donc, voilà le principe, sous une autre forme. Pour ça, il faut des molécules, il faut un test, il faut une cible, il faut des robots et chercher. À cette occasion-là, on a créé la Chimiothèque nationale en 2000, qui comptait à l'époque simplement les 6000 molécules du laboratoire. Aujourd'hui, on a les molécules qui viennent de 45 universités en France. Il y a 90 000 molécules qui sont là-dedans aujourd'hui, à la disposition des chercheurs du monde entier. Ils passent commande
on leur envoie une fraction de cette collection, ils la testent un peu partout dans le monde. Donc ça marche plutôt bien. Donc on a eu accès comme ça à 50 000 molécules. On a mis en place les tests. On a testé le bilan global de tout ça. Plus de 200 molécules synthétisées vraiment sur mesure. 50 000 molécules testées sur les robots. Que dalle. 25 ans d'échec. C'est-à-dire au bout de tout ça, eh bien, aucune molécule qui rentre et qui active le récepteur. Alors ça nous a un peu énervé, on a cherché à comprendre pourquoi. On a compris pourquoi, comment la nature avait protégé ce récepteur. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est une sorte de... Il faut 2 clés pour ouvrir le coffre, si vous voulez, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. On va revenir à ce qui marche, parce que c'est ce qui vous intéresse. Au fin fond d'une publication, des fois c'est utile de publier des résultats négatifs. Au fin fond d'une publication, on a trouvé dans un tableau quelque chose que les chercheurs ne voulaient absolument pas voir. Ils cherchaient à faire des molécules pour bloquer le récepteur, pour retarder les accouchements. Et dans leur tableau, je ne sais pas pourquoi, ils ont rajouté une molécule. Ils disaient, bon là, celle-là, elle ne bloque pas bien, c'est même le contraire, elle active un peu le récepteur. Donc on est tombé dessus, bien sûr, et on a sorti ça de cette publication, et on a tourné autour de cette molécule pendant 20 ans de plus, de nouveau 10 doctorants et quelques postdocs. Et on a fait tout ce qu'un chimiste normalement constitué peut faire autour d'une molécule. On a tripatouillé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va modifier morceau par morceau. On va essayer de savoir ce qui est important. Donc chacun des points ici, chacun des atomes qui figuraient, on va essayer de les modifier, de les remplacer. Et bien chaque fois qu'on a fait ça, soit on a perdu l'activité, soit on a eu une molécule qui bloquait. À une exception près, après tout ce travail, celle-ci, qui marchait pas trop mal. Elle ne marchait encore pas suffisamment bien à l'autre goût. On a failli arrêter le projet. Et heureusement, Jérôme Becker et Julie Leméraire étaient des amis. Ils se sont dit, ta molécule, elle est encore pas terrible, mais si tu veux, on la teste. Alors, ce qui demande quand même beaucoup de mois d'efforts pour eux. Pas mal de souris, etc. Et puis là, la surprise a été colossale. Donc, vous avez ce petit schéma ici. Ça, c'est le temps passé en contact social sur leurs animaux. Ils ont des souris mutées qu'ils considèrent comme un bon modèle de l'autisme. Ces souris-là passent 80% de leur temps à interagir, à se frotter le nez, à se regarder, à se frotter l'une à l'autre. Les souris normales, pardon. Et les souris, entre guillemets, autistes, alors je n'aurais pas dire ça devant vous, mais ces souris en tout cas qui ont ce trouble du comportement social, eh bien vous voyez, elles ne passent que 15, 16, 17% de leur temps d'interaction sociale. On leur donne notre molécule, on voit intrapéritonéal. Eh bien, fort heureusement, ça ne change rien pour les souris sauvages, que vous avez en gris ici. Par contre, les souris qui avaient des troubles de l'interaction sociale retrouvent une interaction sociale complètement normale. Donc là, c'était vraiment presque inattendu, inespéré. Ça venait réellement valider l'approche. Alors, on a bu un coup, mais on a quand même rapidement déchanté. Pourquoi? Parce que cette molécule avait été décrite 3 ans et 3 semaines plus tôt dans une thèse. Or, une thèse à l'Université de Strasbourg est confidentielle pendant 3 ans. Donc, en fait, cette molécule qu'on a eu tant de mal à trouver, elle était tombée dans le domaine public. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait plus prendre de brevets. Ce qui veut dire que si on ne peut plus prendre de brevets, eh bien, aucune industrie ne va être intéressée à investir pour la développer. Donc, nous étions devenus notre propre ennemi. Il a fallu qu'on redécouvre une autre molécule, meilleure si possible, mais qui ait le même effet. C'était de nouveau, alors ça, c'était je ne sais plus quand, c'était 2018, je crois. Donc il y a encore 5-6 ans de bataille, ce qu'on appelle l'optimisation vers un lead. Alors qu'est-ce qu'on essaye de faire? Il faut modifier la structure pour augmenter son affinité, augmenter son efficacité, qu'elle soit le moins toxique possible, etc., etc. Et surtout qu'elle soit brevetable. Alors je vous passe les efforts, c'était une autre bataille, mais je peux enfin vous la montrer, parce qu'elle est brevetée depuis novembre dernier, et on peut la montrer aujourd'hui. Ça s'appelle le LIT002, qui est là. Donc une petite modification. Et puis, alors, je ne sais pas si j'ai été donné, non, je les montrerai demain les données, mais en tout cas, elle est extrêmement puissante, elle est plus puissante que l'oxytocine elle-même. On est à peu près 5-6 fois plus puissant que l'oxytocine elle-même, ce qu'on mesure par l'affinité. L'efficacité, j'ai mis 100%, elle est même plus efficace que l'oxytocine. Lorsque l'oxytocine ouvre la porte pendant 100% du temps, notre molécule l'ouvre pendant 120-130% du temps. C'est ce qu'on appelle un superagoniste, on ne sait encore pas bien pourquoi. Elle est super spécifique, ce qui est toujours difficile. Hein. On veut une molécule qui se fixe qu'à un seul endroit, sauf le récepteur V2. Alors ça veut dire que ça va empêcher de pisser. Mais il y a une solution clinique pour ça. Il suffit de l'associer à un diurétique, et puis tout se passe bien. On l'a démontré chez le rat, ce n'est pas un problème. Et surtout, elle est brevetable. Voilà. Donc,
Et enfin, n'ayez pas peur, c'est l'air compliqué, ça n'est pas tant que ça. Voilà je vais vous montrer juste les résultats sur 2 modèles de troubles de l'interaction sociale, développés par Jérôme et Julie. Donc là, ils suivent une multitude de paramètres. Le temps que les souris passent à se frotter le nez, le temps... Voilà, ça c'est quoi? Non, c'est le nombre de contacts nez à nez. Ici, c'est le temps de contact nez à nez. Ici, c'est la durée de ces contacts nez à nez. Ici, c'est le contact entre les pattes. Là, on se tient la patte, etc. Donc, il y a une multitude de choses comme ça. Et partout, vous voyez, ici, vous avez en blanc, partout en blanc, c'est les souris normales, classiques. Vous avez ici l'autre blanc. Les deux sont blancs, c'est idiot. Ça, c'est les souris atteintes de troubles de l'interaction sociale. Si on donne notre molécule ici maintenant, ben, ça ne change rien, en gros, en gris ici, aux animaux sauvages. Par contre, on rétablit une réponse normale chez les animaux autistes, dans toutes ces réponses. Et ça, une dose incroyablement faible, on est à 0,03 mg/kg. Et ce qu'on comprend, alors ça veut dire que le médicament a la taille d'un grain de couscous. Donc c'est très très puissant. Et puis, et surtout, il y a plein d'autres résultats, dont je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais surtout l'effet a l'air de durer. C'est-à-dire qu'une semaine après, il y a encore l'effet. Donc là, on ne comprend pas bien par contre. Parce qu'on sait que notre molécule, elle est là au maximum une dizaine d'heures. Bah, l'effet dure plus longtemps que la présence de la molécule. Donc on enclenche des mécanismes qui font que, il y a peut-être des effets mémoire, on ne sait pas bien. Donc il y a encore plein de recherches à faire. Sur l'autre modèle, valproate, donc la dépakine, l'anti-Sanofi, et donc bah, c'est la même chose. Vous voyez que partout, vous avez ici les animaux qui ont des problèmes de l'interaction sociale majeurs. Chaque fois, on redonne, cet effet-ci à 0,1 mg/kg, et bien chaque fois, on retrouve des courbes normales. Donc, voilà ce que l'on a pu faire aujourd'hui. Optimisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Une fois qu'on est là, ben, c'est encore pas fini. Très, très loin de là. Qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse? Que l'on regarde chez l'animal si la molécule était bien absorbée. Il faut qu'on voit si elle se distribue, comment elle se distribue dans le corps. Est-ce qu'elle atteint le cerveau? Il faut qu'on voit si elle est métabolisée en 5 minutes ou en 2 heures ou en 10 heures. Ou pas du tout, ce qui sera un problème. Il faut qu'une molécule soit métabolisée, éliminée. Sans ça, elle reste dans votre corps et ça crée des problèmes. Il a fallu déposer les brevets. Et puis derrière ça, il a fallu trouver une société qui achète ces brevets. Et tout ça a été fait en collaboration avec Connectus. C'est une société d'aide au transfert technologique qui est pilotée par l'Université de Strasbourg. Et c'est eux qui ont financé en grande partie cette dernière partie du projet et puis qui nous ont aidés à mener tout ça, à breveter tout ça. Et ça a abouti en février de cette année à la création d'une start-up dans laquelle je n'ai pas un rond et je ne mets pas un orteil. Mais c'est Oxentis qui aujourd'hui a pris ce bébé en main. Donc c'est eux qui ont racheté les brevets et c'est eux qui vont devoir faire les phases suivantes. C'est là que s'arrête la recherche. C'est-à-dire que notre mission, notre savoir-faire, nos compétences, c'est ça, c'est la partie recherche. Partir d'un concept, aller à une molécule qui ait toutes les caractéristiques d'un candidat préclinique, médicament. Qu'est-ce qui reste à faire? Donc, on en est là. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est Oxentis. Oxentis est en train de lever des fonds. Pourquoi faire? Pour fabriquer cette molécule, non plus au stade de 300 mg, mais en faire plusieurs dizaines de kilos. Il va falloir qu'ils choisissent entre le comprimé, le suppositoire, le sirop, etc. Donc il faut choisir la formulation. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut valider dans toute une série de tests réglementaires parfaitement bien définis comment cette molécule est absorbée, comment elle se distribue dans l'organisme, quels sont ses métabolites, et puis surtout démontrer que tout ça n'est pas toxique, évidemment. Donc on a déjà fait plein de travail pour montrer que ce n'était pas toxique. Il y a encore des choses à faire selon des normes réglementaires assez complexes. Ça prend 2 à 3 ans en moyenne. C'est rarement moins, ça peut être plus. Avec ça, qu'est-ce qu'on a? On monte un dossier qu'on présente aux autorités de santé et c'est le ministère qui décide, qui donne l'autorisation d'aller chez l'homme. Et là, on est reparti pour 4 à 6 ans. Peut-être plus. Ça va dépendre des pathologies. Quand les résultats sont faciles à analyser, ça peut aller assez vite. Il y a des cas, Alzheimer par exemple, c'est pas facile de voir si une personne vieillit plus ou moins vite. Vous voyez. Donc ça va dépendre des pathologies. Ici sur l'autisme, j'en sais rien, ça va dépendre de l'hypercompétence des cliniciens. Il va falloir des cliniciens très très malins, très compétents pour bien choisir les cohortes de patients pour ne pas passer à côté d'une activité. Mais en gros, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste ce qu'on appelle les études cliniques. En phase 1, on va faire appel à des volontaires sains, une dizaine, une trentaine, une cinquantaine.
Et puis là, on va leur, sous contrôle médical bien sûr, on va leur donner pour la première fois la molécule et on va chercher quelle est la dose maximale tolérée. Une fois que cette dose est caractérisée, eh bien, avec tous les effets secondaires que l'on a déjà perçus, on va faire appel au premier patient pour entrer en phase 2. D'abord un nombre limité de patients pour trouver à la dose choisie, inférieure à la dose toxique bien sûr, regarder si la molécule est efficace. Donc là, c'est vraiment là le premier juge de paix. C'est là que pas mal de candidats médicaments chutent. Il y a déjà 4 molécules qui sont allées en clinique pour l'autisme. Les 4 ont chuté, à peu près à ce stade-là. Donc, on espère que la nôtre, qui est la suivante, dans le tuyau, arrivera à passer, ce qui est loin d'être évident. Ce qui marche chez l'animal ne marche pas toujours chez l'homme. Il peut y avoir des effets secondaires qu'on n'a pas anticipés, qui peuvent apparaître chez l'homme. Donc là, c'est vraiment l'étape cruciale. Est-ce que réellement, cette molécule est efficace suffisamment, de manière statistique, contre placebo, en double aveugle, chez les patients? Et puis, si c'est le cas, on aura le droit d'aller en phase 3. Et là, on va élargir le panel de malades, à la fois pour avoir un panel plus représentatif de la population générale, et puis pour avoir des valeurs statistiques, à la fois sur les effets bénéfiques et les effets indésirables. Voilà, j'ai mis 4 à 6 ans, il y a des cas où c'est plus long. Et enfin, à la fin de tout ça, vous avez un énorme dossier qui est de nouveau soumis au ministère, qui va vous donner ou pas l'autorisation de mise sur le marché. Donc ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, après 30 ans de recherche, dont 25 d'échecs, on est là. Et donc il reste à faire tout ça. Ça ne relève plus de l'université. Là, c'est des industries qui peuvent faire ça. Pourquoi? Parce que ça va revenir entre 600 et 800 millions d'euros. Il va falloir payer tous les services, qu'on appelle les CRO, les boîtes qui vont faire tous les tests selon des normes réglementaires. Il va falloir payer les hôpitaux, les médecins, les patients, les biostatisticiens, etc., etc. On ne va pas payer les politiques, mais enfin, pas officiellement. Et donc, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que j'étais long, mais ça ira. Donc, je vais remercier plein de gens. Tout le monde n'est pas là-dessus. Il y a plein de chimistes. Je vais surtout mettre l'accent sur Jérôme Becker et Julie Leméraire, dont vous avez les portraits ici. C'était un partenariat extraordinaire avec eux. Des gens vraiment très, très brillants et qui ont mis au point ces modèles, les modèles animaux qui ont testé nos molécules. On remercie l'ANR qui nous a financés, et puis pas mal. Strassen qui nous a soutenus. On a eu aussi un peu d'argent de Strassen à un moment donné. Et puis Connectus, vraiment merci à Connectus, qui est le service d'aide au transfert technologique de l'université, qui nous a financé à hauteur de 400 à 500 000 euros, toutes les dernières phases quand même, pour arriver à ce candidat médicament, qui nous ont aidé à trouver une start-up pour reprendre le projet. Voilà, je vais m'arrêter là, je réponds à vos questions. Merci pour votre écoute.